Bienvenue Link dans cet nouvel épisode du podcast Corporalité. Je suis très heureuse, même tout court, de faire ta connaissance parce qu'en fait, c'est un peu inédit. Souvent, j'invite des personnes que je connais déjà un peu plus OK, profondément. Et voilà, je t'ai découvert via les réseaux sociaux. Je te suis depuis un petit moment et j'ai eu envie de te proposer qu'on ait cette conversation. Et tu as super gentiment répondu oui. avec Donc plaisir. voilà, donc je suis ravie. Donc peut-être on va commencer par, te situer, si tu veux bien, dire quelques mots sur toi, vraiment de la manière dont tu as envie, quoi. OK, bah, moi, c'est Link le Nil. Je me vois davantage comme un artiste plutôt que dans une discipline. Je suis danseur, compositeur, musicien, expérimentateur, si on peut dire. Et au sein de enfin, ce que j'ai observé, enfin, ça, j'ai appris ça en regardant plus de choses, mais à la base, tu plutôt dans la scène hip-hop. Alors je connais pas toutes les particularités des styles. Tu veux peut-être nous en parler un petit peu plus, mais tu as aussi un background, autre, classique, jazz et cetera. Oui, Et puis dans la musique, tu joues des instruments assez particuliers, donc j'aimerais bien que tu ouais. nous en parles un peu. Et ben, en fait, ma mère est danseuse. Elle est afro-américaine, elle s'appelle Vendetta. Elle a beaucoup travaillé avec Clifford Fears, qui était à Détroit, et Warren X, basé à New York, qui a beaucoup tourné en Europe. Elle vient des courants un peu Alvin Ailey, de ce type-là. Du Mmh. coup, de prime abord, on pourrait croire que j'ai cet héritage, mais je l'ai pas du tout. Parce que je suis né dans un milieu du coup artistique, mais je ne voulais pas m'y mêler sur le plan de la danse parce que j'ai grandi dans le Cantal, à Aurillac, et ma famille, c'était la première famille métissée d'Aurillac. Donc on était les premiers enfants métissés. Et à ce moment-là, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir sentir que je pouvais être intégré dans une communauté. Et je me sentais déjà très différent et très extraterrestre. Du coup, je voyais pas comme la danse quelque chose qui me permettait de juste pouvoir être intégré. Donc j'ai pas éprouvé la danse dès le début, mais j'étais comme un casse-cou, hein. J'aimais beaucoup sauter partout, etc. Dans l'école de danse, il y avait des poteaux en métal, j'y montais dessus. J'étais vraiment un casse-cou. Et ça, Ouais, tu avais un bon terrain de jeu, quoi, quand même, déjà. ouais, complètement, complètement, ouais. J'aimais bien, non pas me mettre en danger, mais éprouver. Mmh. Et c'est un peu plus tard, quand j'ai vu du break pour la première fois, que je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc de dingue? Ça, je veux le faire. Je veux le faire. Et c'était quand j'avais 12 ans. Et à partir de là, j'ai commencé à me dévouer sans savoir ce que ça voulait dire. J'ai vu que j'avais une grande discipline, bien que mes notes étaient très médiocres à l'école, étaient très médiocres, mais que dans quelque chose qui me faisait vibrer, je voyais que j'avais une capacité de concentration et de présence bien plus grande qu'habituellement. Et à la suite de ça, j'ai du coup fait la formation de la Manufacture des Arts, l'école de ma mère, où j'ai commencé du coup la danse contemporaine, le classique, le jazz, etc., jusqu'à passer mon EAT, mon diplôme d'État en danse contemporaine. Et est-ce que tu trouves enfin, est-ce que ce chemin un peu plus académique, ça t'a nourri? Ça t'a trouvé des bienfaits? Oui, ça m'a nourri, ça m'a donné les bases d'un langage, mais je pense que depuis tout petit, même si je pouvais pas vraiment l'identifier, le qualifier, j'ai toujours voulu plus m'éprouver dans l'inconnu, et j'avais déjà une prépondérance à me diriger vers ce que je ne connais pas, ou ce qui est intuitif, ce qui peut-être est déjà présent en moi. Et j'aimais pouvoir m'inspirer de courants extérieurs qui pouvaient me rapprocher de ça, mais j'ai vu que plus ça allait, et ce qui me plaisait, c'était de créer quelque chose qui n'existait pas. Mais du coup, je voyais que déjà à l'époque, dans l'école, je pouvais être un petit peu critiqué. Ou, je m'en souviens, je faisais un duo avec ma copine de l'époque quand j'avais 16 ans. Et elle me disait, par contre, mais pas trop ce type de vocabulaire ou ce genre de choses dans la danse ou dans ta danse, parce que c'est un concours et je veux qu'on reste dans ce... Du coup, je voyais que déjà, ça pouvait déranger. Et
je vois que ma manière de toujours essayer d'être proche de ce qui vibre et d'être dans mon cœur, ça pouvait déranger les gens. D'une part parce qu'en fait, c'est inhérent à une volonté d'éprouver une grande liberté. Et de par les deux éducations qu'on a eues occidentales, on nous éduque pas à être dans notre place naturelle. On nous éduque pas à avoir cette liberté. Et être libre, c'est pas faire n'importe quoi, c'est pas faire tout, c'est faire ce qu'on a inconsciemment choisi. Être libre, c'est être dans la place où ça vibre. C'est pour ça que dans la vie, il y a des choses qu'on aime plus que d'autres, parce que si on aimerait foncièrement tout en tant qu'humain, dans notre condition humaine, on serait tellement arborescent qu'on pourrait rien créer. On pourrait aboutir sur Mmh. absolument rien. Du coup, c'est un paramètre de base qui permet de voir le cheminement de son cœur. Et je vois que comme on est freiné à ça au quotidien, par déjà le fait à l'école, la première chose, c'est qu'on nous demande de faire des examens pour qu'on soit noté. Qu'est-ce qu'il y a de plus effrayant que de savoir qu'on va être noté sur quelque chose qui n'a rien à voir avec notre jugement? Donc, à partir de ce moment-là, on fait un pacte pour s'assujettir à donner une valorisation correcte, inhérente à une instance qui est subjective. Parce que toutes les instances humaines sont subjectives. Et qui est extérieur à nous en plus. Mmh. Exactement. Déjà, ça commence pas bien. Et à partir de là, on fait le premier accord inconscient de sentir qu'on ne sera jamais assez. Et quand on est adulte, ça se transforme dans la grande peur de perdre la face. Et perdre la face, c'est comme mourir pour un adulte, parce qu'on est des créatures de survie sociale. Et du coup, Mmh. on est coupé de notre cœur. On est coupé de ce pourquoi on est censé réaliser un processus qui vibre pour nous. Et on peut être perdu pendant des années et des années et des années. Mmh. Et Et il y a des personnes qui ne le trouvent pas, hein, il y a des d'ailleurs. personnes qui ne le trouvent pas, ouais. Mmh. Ouais, s'il y a tellement de pression, l'entourage, la famille, le travail, il peut y avoir tellement de choses. Puis juste la honte aussi, la honte, c'est intense. Et au début, je ne le comprenais pas, mais je sais que je voulais pouvoir créer quelque chose qui n'existe pas. Et je voyais que ça a toujours créé de la résistance dans ma communauté, enfin, déjà à l'école, et ensuite après dans la communauté du break. Je pense que j'étais un des premiers b-boys internationaux à faire des compétitions pieds nus. Juste ça, déjà, c'était. Et on m'a beaucoup critiqué, hein. On me disait, ouais, il va mettre des champignons sur la scène, machin. On me disait, il va y avoir des. Et je vois que, même Ouais, au-delà. on te collait des étiquettes quoi, en fait. Si tu viens Exactement. avec Et ça au-delà de cette anecdote rigolote pour les orteils, nos orteils sont propres, il n'y a pas de souci. Mais dans la danse aussi, mon esthétique dérangeait parce que ça rentrait pas dans les codes et c'était un peu trop avant-gardiste et un peu trop authentique. bah, non étiquetable, en fait, peut-être. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais, ouais, Mais ouais. c'est super intéressant ce que tu dis, mais qu'est-ce que tu pourrais imaginer? Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as réussi à assez tôt, finalement, de ce que j'en ai compris, assez jeune, à trouver cet espace où tu t'autorisais à exprimer, ce que tu avais à l'intérieur? Parce que c'est souvent, enfin, moi, je sais que dans ma vie, c'est quelque chose qui ce vers quoi je tends, mais qui m'a demandé, un certain nombre d'années d'enlever des couches. Tu enlèves tout ce que ton éducation t'a mis, tu vois? Ouais. Et Bah, je pense que c'est le fait d'être un peu tête en l'air. À partir du moment où tu es un peu écervelé, tu réfléchis plus. Quand tu réfléchis, en général, c'est pour répondre à un tenant extérieur. Pourquoi on fait l'effort d'avoir la volonté d'analyser quelque chose? Est-ce qu'on on a vraiment, est-ce qu'on est, est-ce qu'on a vraiment ce genre de volonté quand on se sent en sécurité? Peut-être pas. Du coup, chaque réflexion a un but, mais ça répond à quel but? Et à partir du moment où on éteint la tête, je pense qu'on a une immédiateté par rapport à sa localité naturelle et sa capacité de pouvoir proposer quelque chose qui est juste en connivence. C'est comme si notre fabrication par défaut en usine, en fait, était tellement juste que si on ne réfléchit pas, on va pouvoir bien s'engager dans un processus intime à nous. Et je pense que au début, je me posais pas trop de questions. Et ça m'a beaucoup mmh. aidé. Un peu plus tard, en revanche, je pense que j'ai vraiment voulu. Bah, c'est normal qu'on devient adolescent, on veut construire un peu ça, on construit sa confiance.
Et quand on devient jeune adulte, on est encore en construction et on a une volonté de stature, de positionnement. Et là, j'ai vu que j'ai commencé à devenir très tributaire de la communauté parce que je voulais devenir un danseur comme les autres, comme un breaker comme les autres. Du coup, bien maîtriser les fondamentaux du breaking et que je puisse avoir ma place. Et là, c'était le premier pacte inconscient avec l'asservissement de ma danse vers de la survie sociale. Et ce qui s'est passé tout simplement, c'est que j'ai progressé techniquement, j'ai pu bien intégrer les fondations, mais je me suis beaucoup blessé parce que j'étais pas du tout en adéquation avec ma place. Et c'est comme si la relation avec ma danse, ou ma femme, j'aime bien parler de ma danse comme ma femme, c'était une relation de contrôle et de maîtrise pour que je puisse survivre. Ça n'a Mmh. aucun sens de répondre Mmh. à la validation extérieure en sachant que tous les humains sur cette terre se montrent objectifs et ont aucune objectivité. Notre vision de la réalité est tellement différente l'un ou d'un autre, d'une personne par rapport à l'autre. Alors pourquoi valoriser l'optique d'une instance comme une optique absolue et objective? Ça n'a aucun sens de se rendre tributaire dans ceux qui nous dirigent, Mmh. alors que c'est Mmh. notre premier maître et donner cette maîtrise à d'autres. C'est tout Mmh. simplement se permettre de perdre sa souveraineté. Et Oui. je l'ai bien perdu. Et ce qui m'a aidé à comprendre que j'étais pas à ma place, c'était mes blessures. Et je me souviens à cette époque-là, je tournais avec. Donc je commençais à intégrer un spectacle qui s'appelait Rocky Toll, qui était le spectacle de Brahim Zaibat, qui est l'ex-copain de Madonna, et aussi Yaman Okur, qui était le chorégraphe de Madonna pendant 6 ans. J'ai fait l'audition et j'ai été pris parce que j'étais différent. Et à la suite de ça, j'ai commencé à avoir une première blessure. Durant l'audition, c'était au niveau du poignet. On a commencé les répétitions, mentionné c'était l'été, on a commencé les répétitions après en septembre. Et à partir des répétitions, j'ai commencé à accumuler des blessures. Une Mmh. tendinite au coude. Quand on a commencé à tourner, directement, j'ai eu un chalazion. Du coup, toute la tournée, j'avais l'œil qui était gonflé de fou. Et pendant la tournée, je me suis fait fractures multiples aux orteils. Mon rôle il était assez particulier parce que je faisais des acrobaties, je faisais de la danse de salon, je faisais du mime, de la danse contemporaine, du break. En fait, on m'a totalement utilisé dans tout mon panorama. C'est multifacette, quoi. Et oui, et c'est pas le même corps, c'est pas les mêmes, appuis, c'est pas les mêmes dynamiques, Absolument pas, absolument pas. ouais. Des choses qui étaient déjà dans mon corps, ça pouvait marcher. Mais les blessures n'avaient pas en fait à voir avec l'intensité de l'activité. C'était surtout par rapport à moi-même. Et ensuite, à la fin de la tournée, épanchement de synovie au genou et aussi comment on appelle ça? Alors ça, c'était chaud. Une colique néphrétique, voilà, colique néphrétique. Ouais, Et, OK. et je m'en souviens, à cette époque-là, j'avais fait les Energy Music Awards avec une colique néphrétique. Je sais pas comment j'ai fait. Il y avait Carlito, l'assistant de Yaman, qui me disait ça va. Il me voyait, j'étais pas comme, comme- Et juste monter les marches, c'était très douloureux. Bon, j'ai fait tout ça, etc. Et j'ai terminé la tournée. Moi, je me suis dit, ça peut plus continuer. Je fais que contracter des blessures. Il y a une raison à ça. Mmh. Bah, le corps, il s'exprime. Il Mais fait- c'est intéressant parce que, ça fait partie des questions qu'on voulait aborder, justement, comment tu gères parce que tu as une pratique de danse qui est quand même assez, je sais pas si on peut dire extrême, en tout cas, Ouais, très particulière. Tu as un corps qui est très mobile et en même temps très fort, donc comment tu ouais. gères ça? Ouais. Je vais expliquer ça après. Ouais. Je juste terminer ça, mais après, j'ai en effet des méthodes. En plus de cette canne de massage. Mais du coup, à la suite de toutes ces blessures, je me suis posé. J'ai pris un temps, un mois sans danser pour comprendre ce qui se passait. Et malgré tout, je pense, pendant ce mois, je me suis quand même fait sauter une cheville pour rajouter encore un élément. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va absolument pas. Et en fait, je n'avais pas compris, mais mon corps m'indiquait juste que j'utilisais ma danse pour pouvoir survivre socialement. Je courais, alors que la danse et l'art n'est pas fait pour courir, c'est fait pour marcher. Si nous sommes vivants et si ce n'est pas pour courir d'après quoi que ce soit, c'est pour marcher. Et à ce moment-là, toutes ces blessures m'ont permis que pendant des années, j'avais peur
et je n'osais pas être dans ma place naturelle. Et à la suite de ça, j'ai arrêté de courir pour marcher et j'ai repris la danse et c'est passé un truc de ouf où j'ai découvert toute une dimension artistique de ma danse qui était là et qui dormait, mais dont je ne me permettais pas de toucher. Parce Mmh. que la phrase était la suivante. Si je me permets d'être le meilleur de moi-même et que malgré tout je ne suis pas aimé, qu'est-ce que ça me ferait? Et quand on dit cette phrase, on n'a pas d'autre échappatoire que d'abandonner le fait de vouloir être aimé. Donc c'est comme si j'avais un trou dans mon jardin intérieur. Et à chaque fois, j'ai essayé de le remplir en faisant d'autres trous avec ma pelle. Mais quand tu remplis un trou, t'en fais un autre. Et la solution, c'était de me mettre dans ce trou. Et en me mettant dans ce trou, j'ai pu me rapprocher d'une forme de quintessence dans mon art parce que ça touchait ma condition humaine. Ma condition Mmh. humaine était beaucoup moins tributaire de l'extérieur. Et ça a changé énormément de choses. Et la chose la plus rigolote, c'est que du coup, ce chemin-là, c'était un chemin qui m'a amené vers l'être. Et quand j'avais fait cette audition pour Yaman, la musique que j'avais pris, c'était une musique de Nicolas Jarre qui s'appelait Être. Et le moment où j'ai du coup plus eu de blessures et que je suis arrivé à un corps neutre, c'était exactement un an après l'audition. Et c'est là où je me suis rappelé que la musique que j'avais prise, c'était l'être. Du coup, durant tout Mmh. ce processus, j'ai été guidé pour pouvoir abandonner l'identité que j'avais construite et dont je n'avais OK. plus besoin. Tu dirais que ta danse, du coup, ou ton art, parce que c'est pas que ta danse, c'est simplement un moyen d'expression de toi, de ton être, en fait? C'est ça que j'entends, en fait, dans ce que tu es en train de dire? Ouais, c'est un mélange entre ce que je vois dans ce monde, ma guidance, et cette incarnation, en fait, c'est juste un melting pot entre toutes ces choses, mais guidé en revanche juste par mon intuition, Oui. par ce Oui, qui c'est le mot qui me venait en début d'entretien, et c'est une façon d'être à toi qui est extrêmement intuitive. Tu ouais, travailles avec ton ouais, ouais, intuition. ouais. Pour ça que je suis sur une péniche d'ailleurs, ça n'a aucun sens, hein. Moi, à la base, j'y connais rien au bateau, tout ça. Mais j'ai acheté une péniche parce que ça vibrait, quoi. C'est Ça t'a plu? absolument ridicule, mais c'est tellement sensé. Parce que c'est seulement quelques années après avoir acheté la péniche que j'ai vu que quand j'étais, je crois que c'était au collège, en sixième, en fait, notre prof de français, Lacaze, que j'adore, c'est une bonne amie maintenant, Madame Lacaze, nous avait demandé de dessiner quelque chose, notre maison, notre future, et j'avais dessiné une maison sur pilotis avec exactement toutes les mêmes couleurs qui sont là, sans savoir que j'allais terminer sur l'eau. Et quand j'ai acheté la péniche, j'ai même pas capté, seulement des années après, je dis, mais je connais cette En fait, c'est phrase. là que je le savais déjà que j'allais finir là. Ouais. Il y avait déjà des choses qui avaient été choisies ou plus ou moins inscrites. Mmh, Ce qui rend d'autant plus, ce qui nous donne d'autant plus envie d'avoir confiance. ouais. Et tu sais, moi, je vis dans une yourte, je vis dans un endroit rond où je Ah vois le oui, ciel, ah oui, ah oui. et ça a vraiment changé des choses dans ma façon d'être. Ça fait 1 an et demi que je suis là, je sens que c'est il y avait que l'habitat correspond totalement à mon besoin, organique. Ah, il y a Ouais. magnifique, hein. Ça a l'air Ouais, magnifique d'ailleurs, hein. Trop ouais, c'est pas mal. excellent. Donc ouais, ouais, c'est à un moment donné, si tu es vraiment à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, c'est trouver tes espaces, mais c'était ça un peu ce qui me venait aussi, créer des espaces puissent accueillir, ta créativité, ton besoin de recherche, parce que j'imagine que tu recherches beaucoup? Oui, tous les jours. Bah, en soi, ouais, celui-là, j'en ai fait. Bah là, on est dans la salle de danse. Mmh. C'est l'espace où on s'entraîne. Là. C'est superbe. Ouais. Ouais. De l'autre côté, il y a le studio de son. Donc, le but, c'était d'aménager un espace où je puisse créer tout ce qui arrive. J'ai aussi mes meuleuses, mes machines d'ébénisterie dans la cale. Et en fait, cette péniche, c'est un projet artistique où des artistes habitent Je avec vois. moi. Je les accueille et c'est leur lieu de résidence. J'allais dire résistance, c'est Ouais, intéressant. grave. Intéressant, je l'ai entendu. Ouais, bien vu. Et ouais, voilà, voilà, voilà.
Et tu as un autre espace aussi qui est, ben, on en parlait un petit peu en off avant, c'était Aurillac, et puis tu en as Oui, parlé dans ton début de formation. Et c'est, qu'est-ce qui se passe à Aurillac, en fait? C'est quoi le projet? alors le projet, c'était de reprendre l'école de danse de ma maman, parce que elle a été très généreuse pendant des années, et bien qu'elle enseigne toujours, hein, même si je suis directeur maintenant, c'est agréable de sentir qu'elle a plus de légèreté et qu'elle a moins de responsabilité. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que le fait que récupère le flambeau, ça permet aussi de déposer une vision toute particulière, très actuelle de la danse, dans le sens où, pour moi, au-delà même de la danse, la qualité dans laquelle nous sommes invités à bouger aujourd'hui, c'est l'intégration. Mm. Et l'intégration, c'est aussi, dans la danse, la sensibilité artistique. Une personne artistiquement sensible, c'est une personne qui va être capable de voir la beauté là où la foule ne voit rien. Ça, c'est la manière dont j'aime travailler avec mes étudiants. Pour moi, mes étudiants, ce sont tous des planètes, comme dans le système solaire. On a la chance d'avoir beaucoup de planètes dans ce système solaire et elles sont toutes très belles. Bien qu'on n'habite pas sur Mars ou pas sur Vénus, on serait quand même triste qu'une de ces planètes soit absente. Et on ne pense pas une seule seconde à se dire que Mars est plus belle que Saturne. Ça n'a aucun sens. En revanche, sur Terre, on pense à des choses comme ça. On pense à évaluer, à faire des rangs, ce que pour être le meilleur, on est obligé de créer une grille d'évaluation. Depuis cette Mm. grille d'évaluation, on peut faire un classement. Mais ça n'a rien à voir par rapport à ce qui se passe dans la nature et dans la réalité. Il n'y a pas de classement. Tout ce qu'il y a, c'est des qualités de présence avec des goûts intrinsèquement uniques. Et ce qui me plaît, c'est d'accompagner des artistes dans leur capacité de récupérer leur libre arbitre artistique. Parce que Mm. chacune des disciplines, on travaille avec des maîtres, des professeurs. Et ce qu'on devient, c'est l'extension de nos maîtres et de nos professeurs, sans savoir qu'on perd notre goût. C'est pas un problème de devenir l'extension de ces personnes-là. Mais si on l'est Mm. et que ça devienne notre famille, notre sécurité, et qu'on s'identifie à ça, au bout d'un moment, on va peut-être avoir la sensation d'avoir loupé quelque chose et juste d'être un danseur ou un praticien d'héritage. Et nous ne sommes pas faits pour être des praticiens d'héritage, nous sommes faits pour être dans notre place naturelle. Et au bout d'un moment, il faut pouvoir se détacher. Mm. On va Et pas... sinon, tu deviens un technicien de la danse. Tu es un technicien, quoi. Tu Exactement. exécutes. Et du coup, je parle de cette notion de libre arbitre artistique et je leur demande, est-ce que vous connaissez le goût de vous-même? Mm. Est-ce que vous le connaissez? Vous l'avez déjà goûté? Et est-ce que vous savez où est-ce qu'il est? Comment il est? Sa couleur, son odeur, son clair-obscur? Dans toutes ces dimensions, comment ça vous touche? Ben, je sais pas. Et puis après, je leur dis, vous savez que vous avez le choix de choisir ce que vous êtes et d'abandonner ce qu'on vous a donné. Et si vous l'abandonnez, ça ne veut pas dire que vous le perdez. Abandonner, ça veut dire l'abandonner psychiquement. C'est, c'est inhérent à l'esprit, c'est pas inhérent à votre énergie et à votre mémoire, ça va rester là. Et à partir du moment où on peut faire ça, on peut comprendre le goût de nous-mêmes. Et là, c'est énorme. C'est énorme parce Mm. que ce qui nous touche en tant qu'humain, c'est pas la virtuosité. Quand on voit quelqu'un qui chante dans la rue et qui fait ses street shows, en général, on n'est pas trop touché par les techniciens parce que leur perfectionniste a tendance à nous créer de la résistance et on peut se dire, oula, il est quand même très fort. On peut vite se comparer parce que ça nous touche dans notre sensibilité. Et en général, ce qui nous touche plus, c'est pas le perfectionniste, ce sont les gens qui ont du goût. Et c'est pas avoir bon goût, c'est juste quand ils sont dans ce qu'ils font et ce qu'ils aiment. Et Mm. leur fréquence nous touche. Déjà parce qu'ils sont proches de nous. Et d'une manière, ces gens-là vont toucher aussi assez intensément d'autres personnes parce que ces fréquences se corrèlent entre chaque humain. Comme des humains aiment la couleur bleue, d'autres aiment la couleur rose, d'autres aiment la couleur. Mm. Moi, je sais que ma voix, quand je chante, elle est bleue. Et je sais que je vais toucher les gens qui sont sensibles au bleu vocal, au bleu Mm. audible. Quand je leur dis ça, ils vont rien comprendre. Mais dans la sensation, ils vont le comprendre. Ouais. Et ça suffit. Et je veux que mes élèves soient souverains de leur goût pour qu'ils puissent avoir du travail et pour qu'ils puissent s'émanciper vis-à-vis d'eux-mêmes. Je veux qu'ils comprennent qu'ils sont leurs propres maîtres. Alors je leur dis toujours, je ne suis pas votre maître, je ne serai jamais votre maître.
Moi, ce que je suis, c'est un guide de passage. Et ce que Mmh. je vais vous aider, c'est avoir des outils pour que vous soyez souverain. Ça m'intéresse. Et c'est pour ça que j'ai repris cette école. C'est ce travail d'accompagnement qui me touche et qui me plaît énormément. Ce n'est pas un travail d'accompagnement de hiérarchie, de supériorité, d'infériorité. Il n'y a pas de classement dans ça. Moi, je suis un danseur en Mmh. devenir, je suis un artiste en devenir, tout comme les gens à qui je donne mes outils. On est au même niveau. Et je sais que ça, en France, c'est compliqué aussi. Parce que, Ouais. Ouais, la hiérarchie, c'est quelque chose de très exactement, très exactement, imprégné dans le système éducatif en France. Enfin, moi, totalement, j'ai un peu, combattu ces choses-là. Enfin, c'est voilà, ça. c'est Et ouais. moi, je ne suis pas du tout dans ces modalités. Et parfois, Mmh. ça peut troubler certains de mes étudiants parce que je leur parle pas de moi en tant que professeur à élèves, je leur parle de humain à humain. Et je parle des Mmh. limites humaines, les limites de notre contingence, de notre condition humaine. Et je suis très sincère par rapport à comment les gens à qui j'enseigne mon savoir, je les aime. Je veux qu'ils éclatent le game. Je veux qu'ils ça. Je veux Il y a un mot qui me venait d'ailleurs il y a le mot éclore, enfin et en même temps, il y a quelque chose, ouais, qui doit naître ou révéler dans le sens, pas, ésotérique, tu vois? Mais, j'avais une chère amie qui disait, «découvrir, découvrir», donc enlever le couvercle ouais, je pour suis voir ce d'accord. qu'il y a à l'intérieur, tu C'est vois? déjà là. C'est déjà là. Pourquoi on C'est bourre? déjà là, c'est juste donner un écrin et c'est ce qui me venait en plus comme, mot quand je pensais à tes lieux. C'est comme des espèces d'écrins ou comme un calice, tu vois? Comment on dit ça? De transformation où t où c'est possible en fait, qu'apparaissent des choses quoi. Ouais. Exactement. Ils ont déjà suffisamment de savoir en eux intuitif. Pourquoi chercher à les gaver? Pourquoi on gave, pourquoi on gave toutes ces personnes à l'école? On est vraiment, Désapprendre. mais oui, on n'est vraiment pas capable de leur faire confiance dans leur intelligence intuitive. Mmh. Si aussi on ne peut pas s'éprouver vis-à-vis de nous-mêmes tout seul, comment est-ce qu'on peut grandir? Est-ce qu'on peut grandir si on fait juste l'expérience de ce qu'on nous gave? Il n'y a pas d'expérience d'émancipation dans ça. Les chemins doivent pouvoir s'éprouver depuis soi-même. Et si on ne donne pas cet espace de neutralité, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entraînement libre à l'école, dans mon école, dans mon école, dans mon école. Je veux que les gens puissent s'éprouver eux-mêmes. C'est primaire. Mmh. C'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on grandit. J'avais une idée puis après, pof, elle s'est envolée, c'est pas grave. Alors, il y a, Ouais. Oui, non, je veux dire l'émancipation finalement, je dirais c'est la base du travail de l'artiste. oui, Pour moi, s'il y a pas d'émancipation, il y a pas d'art en fait. oui, Encore une fois, on en revient à la technique, c'est un technicien, tu vois? je suis d'accord. Ah oui, Mmh. Tu fais des créations aussi, ouais, voilà, tu crées des choses parce que dans le monde, du break, il y a des battles d'ailleurs. Comment c'est ça de vivre des battles dans un endroit où dont tu parles, tu vois? De l'endroit d'où tu parles et puis, tu as des créations artistiques, donc c'est un peu des ouais. comment tu Ben, fais des passerelles? j'ai beaucoup de passion pour les battles parce que, en fait, moi, j'ai commencé à travailler en spectacle avec ma mère à l'âge de 16 ans. À 16 ans, j'ai fait Avignon. À 17 ans aussi. Et avant même d'être majeur, je pense qu'on a commencé à faire des dates. Oui, bah, première date internationale, c'était en Guyane. Puis après, on a fait la Russie, on a fait les États-Unis. Donc très vite, en fait, j'étais dans le travail. Avant même d'avoir 20 ans, je pense que j'avais peut-être 200 spectacles à mon actif. En fait, du coup, ça m'a donné une expérience de terrain et une confiance dans le terrain. Et pendant tous ces spectacles, j'ai vu qu'à la fin, on m'a toujours applaudi. Et on a toujours été touché par mon travail. Du coup, je ne me suis pas senti jugé. Dans les battles, peu importe mon niveau, je suis face à un public, mais surtout je suis face à un jury qui a une grille de Mmh notation, mh. qui répond à des tenants et aboutissants très précis et qui ne vont pas m'applaudir, s'en battent les couilles de ce que je fais. Ils vont juste faire leur métier. Et c'est normal, parce que quand je juge aussi, je dois faire mon métier. J'ai une grille de notation, j'ai ma sensibilité artistique, mais je note par rapport à ça. Et ça, je trouve ça très intéressant. Ça me permet de me confronter.
comme je ne peux pas me confronter sur scène. Je suis jugé alors que j'ai la générosité de donner toute mon histoire. Et là, on me dit, ouais, c'est moyen, tu dégages. Cette expérience est tellement intéressante. Elle me permet de m'éprouver entre un modèle formaté et ma liberté. Ça me touche parce que comment est-ce que je peux rester moi tout en faisant des modifications pour ne pas me trahir? Est-ce que je me trahis en essayant de chercher à gagner, oui ou non? Que je me trahis si finalement je me dis, j'ai pas envie de gagner, je vais faire des compétitions pour perdre et être authentique. Oui, est-ce que je fais ça? Et je fais plein d'expériences. Du coup, les battles, c'est un terrain d'expérience dans le plus haut niveau de confrontation. Et Mmh. ça me plaît énormément. En même temps, c'est de l'improvisation, les battles, donc ça veut dire que j'imagine que, ton objectif aussi, c'est toujours de ramener plus de toi, plus de qui tu es vraiment dans ce que tu présentes là? Oui, Parce que, par exemple, moi, j'ai fait des concours, en tant que danseuse contemporaine ou des choses oui, comme ça, ou danseuse classique quand j'étais petite, sur du répertoire, sur des choses obligatoires. C'est-à-dire que tous, par exemple, on danse oui, la même, chorégraphie et on est jugé et catégorisé, tu vois? C'est violent. Alors que là, finalement, tu as quand même un espace, heu, beaucoup plus libre, tout à ouais. fait. Ce qu'on attend, c'est que tu fasses toi-même, tout en ayant le souci de respecter les codes et tout en faisant face aussi aux mentalités de tout un chacun. Parce que même si c'est libre, en fait, toujours est-il qu'on est dans un royaume humain de jugement, de limites et de peur. Et tout le monde parle d'authenticité, soyez authentique, soyez machin. Et la réalité, c'est que beaucoup de personnes sont des mythomanes, ne cherchent pas l'authenticité et cherchent à ne pas ressentir de résistance quand ils voient des choses autour. Et par rapport à ça, ils peuvent être dans le jugement. Et après, même eux-mêmes ont peur d'explorer leur art avec une grande liberté parce qu'ils savent qu'ils vont être jugés, parce qu'ils ont cette qualité aussi en eux de jugement. Et ça crée un renfermement. Du coup, dans les battles de break, en général, tout le monde a ses passages. C'est-à-dire de A à Z, tout est chorégraphié. À part le début où il y a les top rock, la partie debout, ils font un truc. Parce Mmh. qu'aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est gagner. C'est gagner à tout prix. Et si on gagne avec une identité artistique, c'est bénéf, mais c'est secondaire. Parce que les gens veulent survivre et ils ne veulent Mmh. pas vivre. Mmh. Et ça se voit dans les arts, surtout dans les arts Mmh. compétitifs. On a beau Oui. parler que l'art, c'est une plateforme d'affranchissement de l'humanité, à partir du moment où il y a du classement et des enjeux, elle perd cette qualité-là. Mais ce qui est beau, c'est qu'on peut aller dans ces compétitions-là et donner pour l'affranchissement. On n'est Mmh. pas obligé de donner pour la survie. Et aller dans le Et ça a cœur. fonctionné pour toi? Puisque Comment? tu as gagné quand même un certain nombre de compètes dans Ouais, ton oui, métier? oui, j'ai gagné beaucoup de compétitions, j'en ai perdu aussi beaucoup. Mais moi, ce qui m'intéresse, et si je gagne, c'est depuis ma localité naturelle. Ça, c'est Mmh. le plus. Je ne veux pas être un esclave de ce que pensent les autres. Je veux pas être un humain esclave et tributaire de l'opinion des autres, parce que nous sommes beaucoup tous trop tributaires de l'opinion des autres. Et la réalité, c'est que ça nous rend des esclaves, sans même s'en rendre compte. Je ne veux Mmh. pas être ça. Je veux Mmh. être là où ça vibre. Et ces milieux-là, c'est parfait pour me tester. Je peux toujours me tester. Et je ferai toujours des battles, hein. Chaque année, machin. Que je sois directeur artistique maintenant, ou chorégraphe, ou peu importe mon statut, je veux m'éprouver sur le terrain. Je ne veux pas rester en sécurité. Je suis là pour me rapprocher de mes limites et m'éprouver tant que je suis sur Terre. Il n'y a pas à tortiller. Mmh. Du coup, j'ai hâte de voir, comme j'aurai 60 ans et que je ferai toujours des battles, ça sera d'une grande beauté. J'ai vraiment hâte et je serai toujours aussi dévoué. Je serai toujours Mmh. dévoué. Ouais. Donc tout ton travail, j'entends que c'est aussi beaucoup de discipline, hein. Tu dis que tu t'entraînes, tu cherches tous les jours. Ah oui, oui, ouais, ouais, Ouais. tout à fait. Et comment tu navigues entre la danse, la musique et j'entendais, tu parlais de menuiserie, d'autres choses, est-ce que tu as des espaces-temps où tu sautes du coq à l'âne, quand ça te prend, comme ça te prend, Et ouais, en fait, il y a des périodes et après, je comprends qu'il est important de ne pas avoir trop de rêves en même temps. Du coup, je me bloque à deux rêves en même temps.
Et dès quand je OK. termine un rêve, je dis c'est bon, je peux passer à l'autre. Donc ma discipline m'apprend à être assis dans mon émulsion intérieure. Je peux très bien vibrer pour quelque chose, mais avoir la capacité de m'asseoir et attendre le temps nécessaire, le temps adéquat pour pouvoir éprouver cette chose-là. Ensuite, je pense ce qui me permet d'avoir un vrai feu, c'est mon sens de la dévotion. Mmh. C'est-à-dire, je donne tout. Je donne tout à mes élèves, comme je donne tout à mon art, comme dans la manière dont je bouge dans ma relation amoureuse. Je ne donne pas de photocopie de mon cœur. Je donne tout. Et la manière dont j'organise ma relation amoureuse et la danse, il n'y a pas d'hierarchie. C'est 50-50, c'est une boule qui roule. Ça me plaît. Ça, c'est cette manière de pouvoir être intégrateur et de ne pas classer les choses. Ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Du coup, euh, par rapport à les différents domaines, c'est un peu la même chose. Je me donne des espaces-temps. Je crée pas de priorité ou tout ça parce que je comprends que tout ça, c'est en mouvement, que mes appels à éprouver des disciplines sont en mouvement. Il y avait une période où je faisais beaucoup d'ébénisterie. Là, j'ai un peu arrêté parce que j'ai voulu m'éprouver plus dans la musique, plus dans les concerts. Et là, du coup, c'est beaucoup plus organisé entre la danse et la musique. Avant, c'était plus l'ébénisterie et la musique. Et même au moment, c'était un peu plus la peinture. Même au moment, la couture. En fait, dès qu'il y a quelque chose qui vibre, qui m'appelle à éprouver quelque chose de nouveau, je ne veux pas être le meilleur, je veux être juste le meilleur à essayer. J'ai l'évidence de sentir que ça vibre. Je prends l'opportunité. J'ai le carburant pour pouvoir l'éprouver. On peut sentir qu'il y a des choses qui nous font vibrer, mais pas suffisamment pour pouvoir les porter. On a Mmh. d'autres choses, on sent, qui peuvent nous donner un carburant suffisant pour pouvoir l'éprouver avec discipline dans un temps donné. Et là, c'est important d'y aller. Et si on loupe le coche, c'est pas grave. On peut Mmh. quand même faire le choix d'y retourner après. C'est juste répondre à l'appel à un moment donné. Ça me paraît très Mmh. important. Voilà. Mais du coup, ouais, je m'organise dans des. Là, en ce moment, c'est danse et musique. Là, du coup, ce matin, je me suis levé. J'ai fait mes petits top rock. J'ai préparé mes signatures. J'ai fait mon workout. Et là, après, maintenant, je vais prendre ma flûte. Hop, 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 je vais chanter, préparer le concert pour jeudi. Voilà. Super, ouais. Donc tu joues combien d'instruments? Euh, mes, mes instruments de prédilection, c'est la flûte amérindienne, le doudou carmanien et la dilrouba indienne. Mais pour être très honnête, je ne suis pas un musicien, je suis personne, je suis éclaté au sol. Je n'y connais rien au solfège, je n'y connais rien. La chose sur laquelle je me base, c'est pas ma technique, c'est la conscience de mon goût. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je sais ce que je Mmh. veux créer, je le sens. Je laisse place au goût qui se crée et j'organise ma technique, j'organise l'apprentissage de ma technique en fonction de ce que je veux donner. Et ça, c'est super important parce que beaucoup de gens dans leur discipline pensent qu'ils seront légitimes à partir du moment où ils auront le niveau technique suffisant. C'est Mmh. encore une fois de la survie sociale. Ça, c'est un beau piège. Si nous sommes ici pour créer, ayons une vision pour notre création et utilisons la technique au service de la création qu'on est censé faire. Utilisons la technique pour pouvoir transposer ce qu'on a en tête dans la réalité. C'est pour ça que dans mon style, je lévite sur les bras et je bouge très lentement comme ça, machin. Ça, c'était ce qui me faisait vibrer. Il y a un jour, je me dis, je veux léviter. Je veux léviter. Ça, c'est ma vision. J'ai déjà des outils pour pouvoir le faire, mais comment je peux pousser? Et du coup, j'ai fabriqué ma technique en vue de répondre à ma vision. C'est la même chose Mmh. avec la musique. J'y connais rien au solfège, je connais pas les notes, je connais rien. J'ai pas besoin de savoir. J'ai juste besoin d'avoir une vision et de manière autodidacte, je vais créer mes bases, ma propre structure, ma propre technique, ma propre nomenclature. Et ça marche parce que quand je fais des concerts, les gens ils sont touchés, et ils pensent que je suis un vrai musicien. Moi, pour moi, je suis un mytho. Mais pour eux, je suis pas un mytho parce qu'ils Tu le vis ressentent quoi, en fait? Tu te exactement. Parce qu'ils me ressentent et moi je le ressens. Je sens mon goût. Je cuisine le plat aux gens et je le goûte en même temps. Comment puis-je pas sentir que ce que je fais c'est bon si je fais comme ça? C'est impossible. La danse, la musique, c'est de la cuisine. C'est là où mmh. c'est rigolo. Il y a des gens perfectionnistes arrivent à un tel niveau que quand ils dansent, ils préparent leur cuisine et ils offrent le plat.
et ils oublient de goûter. Ils oublient que si on danse, si on fait de la musique, si on dessine, si on fait tout ça, c'est avant tout parce que ça nous donne une sensation de vie avec un goût Mmh. précis. Mmh. Ça peut être Mmh. sucré, acide, amer, je sais pas. Mais ce goût, il nous fait vibrer. Et c'est dommage de le sacrifier dans la routine du travail, ou de le sacrifier dans le perfectionniste, ou de le sacrifier dans X ou Y chose, le regard des autres. Mmh. Si on est là, c'est pour pouvoir se goûter. Est-ce que pour toi, c'est la ce serait la même parce qu'il y a un mot qui me vient là, c'est une sorte de transcendance quand tu arrives à cet endroit où tu es juste en accord avec ce que tu es en train de vivre et que tu le goûtes comme tu dis. Moi, ça me donne un peu une sensation peut-être d'être dans une sorte de transcendance où d'un seul coup, tu es juste à ta place, Ouais, dans l'univers et en même temps, tu en fais partie, tu le ressens. Ouais, ouais, il y a quelque chose comme ça de ouais, c'est alignement. le mot qui me vient, transcendance, ouais. Ouais, Oui, tout à fait, ouais, ouais. ouais. Et c'est rare, c'est enfin, on n'a pas cette sensation-là, tout le temps. Tu vois, moi, par exemple, dans mon parcours de danse, bon, j'ai fait eu un parcours de danse très, académique et Oui, puis, que j'ai quitté, assez jeune, dans ma vingtaine, en fait, pour, plein de raisons personnelles. J'ai arrêté cette façon de pratiquer la danse, qui était ma profession et j'ai découvert les danses, folkloriques, les danses traditionnelles, voilà, toutes sortes de danses, en fait, qui se dansent en groupe, qui se dansent, oui, ensemble et c'est ce qui me fait le plus vibrer aujourd'hui. oui. C'est vraiment ce que j'adore, quoi. Et oui, Donc, bah, j'en fais pas mon profession parce que c'est pas une profession, ah, tellement de bien. mais c'est l'endroit où je me ressens, avec, le plus à ma place et du coup, c'est un endroit hyper joyeux. Totalement, ouais. Je suis totalement d'accord. Bah, il y a un alignement qui se fait. Il y a un terme que j'aime bien utiliser, que je parle avec mes étudiants, j'appelle ça l'homme antenne. L'homme antenne, c'est tout simplement le fait de laisser son corps inerte et d'attendre que l'information arrive. Et ce qui est très agréable, c'est qu'à partir de ce moment-là, si on joue vraiment au jeu de l'homme antenne, dénudé de condamnation et de jugement, on va accueillir sa présence dans toutes les variétés d'incorporation. Et ce qui est génial, c'est que il n'y a plus la notion d'être correct, d'être bon, d'être passé, d'être ça n'existe plus parce que nous devenons une antenne. Et là, on peut vraiment se goûter par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Et ce qui est bien, c'est que dans ces moments-là, en étant dans cette localité, j'ai beaucoup appris de moi-même. Et j'ai vraiment compris que mon identité construite, c'était des mythos. Et le fait Mmh. que je sois Link et que je n'aime pas le fromage et tout ça, je pense que dans un absolu, j'adore le fromage. Mais dans cette forme d'incarnation, je ne l'aime pas et ça m'a permis de débunker énormément de choses et qu'est-ce que c'est quel plaisir de pouvoir se donner la liberté de s'éprouver dans en dehors d'un œil de jugement, là où l'œil de jugement va percevoir ça comme de la médiocrité. Ce n'est pas de la médiocrité, c'est de la qualité de présence qui accueille tout dans la plus grande intégration. Il n'y a plus rien à chercher, il y a juste de l'existence, il y a juste de la conscience. Et quand je vois mes étudiants être dans ça, là, j'a j'adore, c'est vraiment génial. Et ça, je pense que c'est important de le garder aussi, si parce que Mmh. je pense vis-à-vis à ta relation à la danse, la manière dont tu te sens bien, c'est parce que c'est dénué d'ambition. Mmh. La chose est quand on devient danseur professionnel, on crée un pacte avec la frustration. Sauf qu'on ne le sait pas, parce qu'on va toujours essayer de se rapprocher du meilleur de soi. Le meilleur de soi, c'est le fantôme qu'on va voir, comme dans les jeux vidéo, les La courses. performance, c'est la notion de performance, tu vois? Et oui, Ouais. oui, c'est ça. Mmh. Et on court derrière, son meilleur chrono. J'aimais bien les jeux sur PlayStation et les courses de rallye et quand on faisait son meilleur chrono, on avait un fantôme de la voiture devant et en fait, on s'évertue à essayer d'aller plus vite que ce fantôme-là. C'est exactement la même chose dans la danse et ça peut tellement nous brûler. C'est pour ça que je dis en général à mes étudiants: «Dansez pour quelque chose, pour votre vision et donnez-vous des temps où vous dansez pour rien». Permettez-vous d'être moche, d'être médiocre, là où vous trouverez le goût et la présence sans jugement. C'est tellement important pour notre équilibre psychique et aussi pour notre guérison. Quand on laisse ces choses se faire et quand on danse en recevant les informations, le corps répond tout de suite à la limite qui doit être éprouvée.
s'il y a de la rétention émotionnelle de telle sorte, ça va être telle couleur qui va sortir. S'il y a de cette rétention-là, ça va être telle couleur, ça va être telle couleur. Le corps sait comment s'organiser. C'est pour ça que quand je crée des musiques joyeuses, je crée des musiques tristes, je crée des musiques épris parce que je veux intégrer l'humanité et leur donner un espace d'accueil. À partir du moment où on peut accueillir la qualité que ressent une âme en peine ou en joie, ça lui permet d'éprouver ce qu'elle est censée éprouver afin de retrouver sa vacuité. Et à partir du Mmh. moment où la vacuité est retrouvée, on retrouve son innocence. Et c'est là où les Mmh. adultes ils font beaucoup d'erreurs. Ils croient que être innocent, c'est être jugé et de ne pas avoir La à se bulle, reprocher. Ce ouais. n'est pas vrai. L'innocence, c'est pas ça. L'innocence, c'est pas non plus un enfant qui est stupide et qui est machin. L'innocence, c'est la capacité de se désidentifier de ses surcharges émotionnelles et de ne plus être tributaire de son passé. On comprend que notre histoire, c'est pas notre histoire, c'est une histoire. Et si on est capable de rester limpide à l'intérieur, on retrouve l'innocence. L'innocence, c'est la disponibilité par rapport à la qualité de tout ce qui est autour de nous. On peut voir la Mmh. beauté de nouveau parce qu'on n'est plus assujetti de ses blessures, on n'est plus assujetti de ses histoires, on n'est plus assujetti comme une victime. Oui, c'est comme comme une feuille blanche, quoi. Oui, On ouais, recrée une feuille blanche. énormément de bien. Et les personnes comme ça sont si belles. On les voit, elles Mmh. sont tellement belles. Peu importe leur âge, hein. Ça se trouve. Mmh. Il y avait un autre mot qui me venait aussi souvent, on parle de flow, tu vois? Quand on rentre dans Oui, dans cet espace-temps, parce que c'est un espace-temps, où les choses, coulent, ou deviennent, comme tu disais, limpides, elles deviennent, fluides. Et pour accéder à ça, bah, tu as plein de chemins possibles, hein, mais oui, hem, moi je pense que j'ai vécu ça via différentes expériences. Soit moi j'ai beaucoup travaillé ces dernières années, beaucoup en improvisation. Donc l'improvisation, bah, c'est l'espace qui te permet de faire, à un moment donné, comme tu disais, des trucs moches, des trucs pas intéressants, des trucs, puis boum, d'un seul coup, ça devient intéressant ou pas, oui, ou mais c'est pas grave, mais ça sort. oui, Et aussi des espaces, ben, dans la danse de groupe, de folklorique, dans les danses traditionnelles aussi, les danses de trance. Et donc en fait, quand tu vas vers ces choses-là, ouais, tu rentres dans un état un peu modifié. Peut-être que, oui, totalement. si on peut aller juste un tout petit peu là pour finir, dans ton processus de création encore. Est-ce que toi, tu sens que tu vas dans ces espaces-là, espace-temps, pour Oui, créer? oui, oui, ça m'arrive, Mmh. mais ce n'est rien d'incroyable. Ce sont des Oui. choses naturelles. J'aime bien dire ça, que c'est rien d'incroyable parce que j'ai pas envie de sacraliser un moment de grâce comme quelque chose que je peux me garder, Mmh mh. me donnera la sensation que je touche le salut. Ou Non, d'être très spécial, ou d'être, voilà, ouais, 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 c'est ça, parce que à partir du moment où on trouve quelque chose de spécial, on le cristallise, on dit ça va me sauver. Mon art mmh. ne me sauvera pas, il n'y a rien qui me sauvera, il y aura juste mon essence. Et si je Mmh. deviens boulimique de la création ou de mon art, je vais juste devenir tributaire de ce qui vibre, de mes résonances. On est là Mmh. pour pouvoir vibrer avec ce qui résonne, ce qui est de la matière, tout ça, mais on n'est pas là pour être tributaire de toutes ces choses-là. La première chose dans laquelle on devrait s'asseoir, c'est notre essence et la présence. Ça, c'est un bon enseignement du coup. Du coup, je vois que durant ces dernières années, j'ai été très proche de l'écoute de ce qui vibrait et j'ai aussi appris à voir comment je peux me placer entre le fait de vibrer à quelque chose, de le mettre en action, et le vibrer et le sentir, en être témoin, pour ne pas être Mmh. tributaire et ne pas être boulimique. Et ça crée du coup une relation très équilibrée vis-à-vis dans la manière dont je peux créer, dont je peux Mmh. créer ma vie, ouais. C'est très agréable, c'est vraiment très agréable, ouais. C'est-à-dire que tu es le créateur et tu es aussi l'observateur de ta création, quoi. Mmh. Ouais, et je ne cherche pas à me dire, ouh là là, je vais louper quelque chose, il y a une opportunité là, il faut que j'y aille, machin, tout ça, parce que c'est tranquille, on marche, Mmh. on marche, on marche. Ah oui, Mmh. et j'en profite aussi tout à l'heure, tu m'avais posé la question, comment je fais pour prendre soin de mon corps avec ce que je fais? Mmh. Il y a de multitudes de choses, mais il y a une chose qui me paraît essentielle, que beaucoup de personnes oublient, c'est on oublie que nous sommes
tous les praticiens du corps, du mouvement, nous sommes des personnes blessées physiquement. Notre dévotion nous amène en fait à éprouver des blessures, des douleurs, de l'intensité physique. Et c'est normal. Cependant, à force de faire ça, on devient traumatisé. Et quelque part, en fait, on dit c'est normal, mais en fait, ce n'est pas normal. Et je me suis rendu compte que je me suis intéressé à beaucoup de pratiques de thérapie et j'ai aussi développé ma propre pratique qui s'appelle les organes de Golgi, où je travaille sur les fascias et les organes de Golgi et les tendons. Et ça m'a fait énormément de bien. Cependant, j'ai vu que la raison pour laquelle je m'intéressais à mon corps et à la guérison, c'était pourquoi? Parce que, ok, ça m'intéresse. Derrière ça, pourquoi? Parce que je veux créer ma méthode, ok. Derrière ça, pourquoi? Parce que j'ai été blessé. Et derrière, c'est quoi encore? C'est parce que je ne veux plus être blessé. Et quand on veut plus quelque chose, notre motivation, ce n'est point le plaisir, c'est la peur. Mmh. Et si on est kiné, ostéo ou je sais pas, thérapeute du subtil en magnétisme, tout ça, si notre motivation, c'est la peur parce qu'on a été traumatisé, ça ne peut pas marcher. Et là, il faut pouvoir se souvenir que si on prend soin de notre corps, c'est parce qu'on aime le faire et parce qu'on n'a pas d'objectif. Si on fait cela, on s'incarne dans le moment présent et on peut sentir le plaisir. Et le plaisir, c'est ce qui efface les mémoires du passé. Donc je conseille à toute personne dévouée à leur art, du mouvement ou du sport, de savoir que quand vous allez prendre soin de vous, ne le faites pas par survie et par peur. Vous allez détruire votre travail et vous allez vous sentir après dans une situation de cycle où vous allez vous dire ça m'arrive encore à moi de me blesser, parce que vous êtes mal placé. Et même si vous avez la vertu d'être dévoué dans votre apprentissage et de devenir de plus en plus technique dans votre conscience du corps, si vous ne prenez pas plaisir dans le moment présent, vous subsisterez toujours dans le passé au présent et vous ne guérirez jamais. Alors, chaque fois que je me masse tous les jours, je ne pense pas guère, je pense à m'offrir le cadeau du présent en prenant plaisir. Et ça me fait énormément de bien. Et mon corps reçoit ce bien. Et ça le Ils protège. reçoivent cet amour, c'est de l'amour. C'est C'est de exactement ça. l'amour et c'est aussi de l'abandon de nécessité. Mmh. À un moment donné, il y a des choses qui font abandonner, ok, même si on va arriver à ce résultat-là, à cet objectif-là, que ça soit dans la danse, dans une relation, dans le machin, il y aura toujours des imprévus. Et là, il est intéressant d'abandonner des choses pour qu'on puisse évoluer et s'accorder au présent. On ne peut pas créer l'organe qui va nous sauver lorsqu'on est dans une chute si on se base sur le connu. Ce n'est pas possible. Et en plus, Oui. le truc qui est Mmh. intéressant, c'est quand on se base sur l'inconnu du présent, il y a énormément de plaisir parce que le plaisir ne se trouve qu'au présent. Et ça, c'est super cool. Ça veut dire que j'entends un truc là, tu parlais de quel est l'organe qu'il va falloir travailler, renforcer si c'est dans une chute et en fait, tu sais pas comment elle va arriver parce qu'en fait, ta pratique, elle est extrêmement bah, j'imagine que tu as quand même des patterns qui reviennent et tout, Oui, mais elle est quand même, très exploratoire. ouais, ouais. Donc justement, tu touches beaucoup tout le temps à l'inconnu. Donc tu Oui, tout le comment temps. tu te prépares à l'inconnu? Ton en fait, ton corps, il doit être tout le temps dans l'adaptation. Oui, il C'est s'adapte. à ça que tu entraînes, c'est ton a ta capacité d'adaptation, en fait. Exactement. Et pour m'adapter, du coup, je me base pas sur mon intelligence ou sur mon passé. Parce que tout ça a trop de limites. Je pense que la plus grande forme d'intelligence qu'on peut avoir sur Terre, c'est la créativité. Et la Mmh. créativité est aussi la plus pragmatique au présent, parce qu'elle va toujours répondre à la limite. On a une limite au présent. La solution, c'est pas mon savoir, c'est ce que je vais créer en corrélation, en connivence, en consensualité à cette limite. Et c'est là où on crée quelque chose de nouveau. Et ce protocole-là, on le voit dans toute chose, que ça soit dans notre vie quotidienne, avec notre famille, avec notre conjoint, dans notre art, dans notre métier, tout ça. C'est pour ça que c'est tellement intéressant parfois de se laisser tomber et dans la chute, on va créer un organe inconnu, peut-être des ailes, et
c'est seulement dans la limite de la chute, de la prise de risque, qu'on va pouvoir se découvrir une partie de nous-mêmes. Parce que il est inutile d'essayer d'avoir des ailes quand on va marcher. Et personne n'est intéressé à avoir des ailes quand on va marcher. Et c'est pas comme ça que ça marche. Il faut pouvoir s'adapter à la limite du terrain. Et c'est tellement Mmh. intéressant parce que on va tellement être dérouté par comment notre créativité va répondre de manière tellement nous à une limite. Et quand ça se fait et quand ça marche, c'est nous-mêmes, mais on se reconnaît pas parce que c'est fait avec tellement de grâce qu'on se dit putain, je suis capable de bouger comme ça avec si peu de résistance. Mmh. Et c'est d'une grande beauté. Mmh. Bah, du coup, ça me fait penser à une image que j'ai vue de toi et je voulais quand même, en parler parce que ça fait partie des choses, j'ai fait: «Wow! Qu'est-ce que c'est que ça?» C'est ce clip-là que tu as filmé et bah, justement, c'était une situation tellement inédite. J'imagine que tu avais jamais vécu ça de ta vie. Comment Non, c'était de filmer sur cette plateforme? Tu étais à combien de mètres? je ne sais même pas. En fait, c'était une grue qui était suspendue au flanc de la vallée. On était sur une montagne et j'étais à, je sais pas, des centaines de mètres. Des centaines de mètres. Il faut savoir que moi, j'ai le vertige, hein. Oh! Donc, et en plus, quand j'ai le vertige, la sensation, c'est horrible, ça me prend entre les jambes. C'est horrible. Et du coup, il fallait juste y aller, hein. Donc, le projet, je l'ai fait avec Hugo Manès. Sur le clip, vous voyez, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de harnais. J'avais un harnais. Ouais. J'étais protégé. Cependant, c'était une corde sèche. Donc, si jamais je tombais, les risques étaient les suivants. Un impact puissant sur ma structure osseuse, sur mon bassin. Mmh mh. Donc, il n'était pas question de tomber. L'autre chose, c'est que la plaque métallique avait des bords très, très acérés. Bien que mon père avait passé un coup à la meuleuse à titre de sécurité, on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est pas parce qu'on pense qu'on est protégé qu'on est protégé. Il était hors de question que je tombe juste une fois. Et du coup, en fait, je me suis mis sur la plaque. On l'a fait à 3 reprises, hein, durant 3 moments dans la journée. On avait de la chance parce qu'il n'y avait pas de ZEF. La météo était bien, on a eu tellement de chance. En plus, je revenais d'un spectacle, direct le lendemain, je partais pour une compétition en Hollande. C'était vraiment, mais tout était tellement ric-rac. Et du coup, en montant sur la planche et en me mettant sur le vide, la première chose que je ressentais, c'était l'immobilité. Et il fallait du temps pour que je puisse me remettre en mouvement. Et du coup, je me laissais le temps qu'il fallait. Et Mmh. ce qui m'aidait beaucoup aussi, c'est le fait d'aller dans l'état de la danse me permettait de m'oublier. Et même parfois, je me déroutais à tellement m'oublier et tellement trouver une aisance que je pouvais même me permettre de faire des à-coups et de faire bouger la plaque comme ça. Que j'étais pas animé par la survie, j'étais animé par ce qui m'anime, la danse. Mmh Et du coup, mh. ça me permettait même plus de chercher à me protéger, mais juste de sentir. Et en revanche, quand on revenait après et quand je repartais, à chaque fois que je repartais sur la plaque, ça me refaisait la même sensation, tétanie. Hop, et après, ok, je bouge un peu. À chaque fois, c'était la même chose. C'est intéressant, hein, ça c'est. En fait, il est inutile de ne pas chercher d'avoir peur. Ça serait que de se mentir et le courage n'existerait pas sans peur. Ce qui est Mmh. intéressant, c'est de savoir quand on a peur, on a toujours la liberté de bouger, de choisir, d'à son libre arbitre. Et prendre le temps de prendre son libre arbitre quand on a peur, ça c'est une bonne expérience. Ouais. Mmh. Ouais, c'était quand même une expérience assez symbolique par rapport à tout ce que tu as partagé avec nous là, sur ton travail. Oui, Tu t'es mis au défi de vivre ça, à 200 là, ouais. ouais, je m'invite toujours à ne pas rester dans le confort trop longtemps. Bah, c'est pour ça d'ailleurs que je suis parti au Japon pendant un mois en SD. C'était encore une fois la même chose, hein. Ça n'a Mmh. aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais je voulais éprouver cette chose-là. Du coup, j'y suis allé et j'ai vécu à Yogi Park pendant des jours. Et parfois, je dormais chez l'habitant, je dormais dans des bains publics. Je me suis toujours débrouillé. Ouais. Mmh. J'ai beaucoup appris de cette expérience-là. Mmh. Incroyable. Ah merci beaucoup Link, je pense qu'on on a déjà, découvert Bah, plein de choses. On aura envie d'en parler, plein d'autres encore et de découvrir, ton art. Peut-être qu'on pourra partager, si tu as des projets,
prochains, là, j'ai vu, qui vont Oui, arriver, des créations. exactement. Il y a un spectacle qui va s'appeler Être, qui est une collaboration avec Friedrich Scheffer, qui est un ébéniste aurillacois. Il fait un travail absolument Donc, magnifique. être avec H-E, comme le bois. Ouais, voilà. Exactement, ouais, ouais. Et il Ouais. travaille, il a le projet, c'est il travaillait sur un arbre centenaire dans le Cantal qui va aménager de manière scénique. On pense que cette pièce sera davantage présente dans des musées, parce que lui, c'est là où il travaille de prime abord. Et aussi, ça permet aussi d'amener la danse dans une autre dimension. Moi, je serai présent en tant que musicien live, compositeur et aussi danseur. Avec toute Mhm. mon équipe, il y aura ma mère, Vendetta, ma sœur, Surya, deux étudiants que j'adore dans la formation, Tiffen et Morgan. Et il y aura aussi Yu Sasaki, qui est une sœur à moi, japonaise, que j'adore et très belle personne. Elle travaille à l'administration à l'école de danse à Aurillac et elle est aussi présente en qualité d'interprète. Du coup, j'ai Mhm. vraiment hâte pour cette avant-première. Ouais. Ouais, ça a l'air d'être une magnifique pièce. Ce sera dans le Cantal, c'est ça, Ouais, ça sera Aurillac. Aurillac, mais on prévoit de faire venir pas mal de producteurs et programmateurs. Donc, j'ose Mhm. espérer qu'on pourra la faire au Palais de Tokyo, étant donné que Friedrich et que ça a déjà pas Oui, mal exposé là-bas. Donc, il y a des possibilités qu'on voit le spectacle à Paris. super, très bien. Ok. Voilà. Bah, merci beaucoup, Link, pour cette conversation superbe. Avec plaisir. Apprécié.